Et je vais maintenant donner la parole à notre premier conférencier. Donc, nous allons écouter le docteur Kike Bassat. Docteur Kike Bassat est médecin spécialisé en pédiatrique à Barcelone en 2004. Il est également qualifié en médecine tropicale, et ce depuis 2004 de l'Université de Barcelone. Il est également qualifié en épidémiologie clinique de la London School of Tropical Medicine and Hygiene. Ça, c'était en 2008. Un peu plus tard, il a obtenu un doctorat en sciences médicales en 2009 à l'Université de Barcelone. Sa thèse était intitulée Paludisme dans les hôpitaux du Mozambique en pédiatrie. Et il s'est penché également sur la question des nouveaux médicaments anti-paludisme. Il est également professeur de recherche à l'ICREA, qui est l'Institut de Catalogne des recherches des études avancées. Et il est également un pédiatre praticien qui s'intéresse plus particulièrement à l'épidémiologie des maladies infectieuses et santé publique. Donc, il a décidé de combiner tous ses travaux avec la recherche biomédicale pour savoir ce qui affecte le plus les pauvres et les plus vulnérables. Il s'est intéressé à la prévention du paludisme chez les enfants, notamment le chevauchement entre le paludisme et les autres maladies pédiatriques, le recours aux biomarqueurs pour le diagnostic et le prognostic des patients fébriles. Également, évaluation, diagnostic. Sa recherche porte également sur le nouveau paradigme de l'éradication du paludisme et il s'intéresse à évaluer le rôle des stratégies d'élimination. Kike, vous avez la parole. Merci beaucoup, merci. Je vais essayer d'être concis. Je sais que j'ai 15 minutes. Donc, je vais essayer de vous présenter un aperçu de la situation du malaria. Alors, tout d'abord, aucun conflit d'intérêt. Mon seul conflit d'intérêt serait peut-être qu'en 1999, eh bien, le jour où j'ai eu mon diplôme de médecin, j'ai eu un entretien avec MSF. Alors, voilà, on m'a dit non, mais c'est pas que j'ai jamais voulu travailler avec vous, en tout cas. Voilà. Donc, le paludisme alors j'ai choisi les Fouctaux, donc d'une femme enceinte et d'un jeune enfant, tous deux qui reçoivent une transfusion sanguine. L'anémie est la première cause du décès chez les personnes atteintes de paludisme. Donc, ce sont vraiment les deux groupes de population les plus vulnérables, les enfants et les femmes, les mères. Et je vais parler des enfants aujourd'hui. Donc, la transmission du paludisme, ce dessin, pardon, vous montre quelle était la situation au début du XXe siècle. C'était une maladie qu'on trouvait partout dans le monde. Et voici la situation aujourd'hui pour ce qui est du paludisme. La transmission, maintenant, se limite aux régions qui sont plutôt tropicales. Donc, c'était juste pour rappeler que, à la base, le paludisme n'est pas une maladie essentiellement tropicale. Cela est dû à l'action humaine. La répartition géographique des deux principaux espèces, F. falciparum et P. vivax, qui sont essentiellement identiques, sauf pour l'Afrique subsaharienne, très peu de vivax, parce que le vivax nécessite un récepteur spécifique dans la membrane du réticulocyte pour pouvoir envahir le réticulocyte, et la majorité de la population africaine sont négatifs, n'ont pas ce récepteur. Et c'est la raison pour laquelle il y a très peu de transmission du PVIVAX chez les populations africaines natives. Et c'est limité essentiellement à la Corne de l'Afrique. Et là, cela revêt une certaine importance. Les chiffres. Alors, 241 millions de cas de paludisme, 85 pays en 2020, la grande majorité dans la région Afrique de l'OMS. Le nombre de cas de Vivax a été révisé, il a diminué et considère que ça représente environ 2 de l'ensemble des cas dans le monde, c'est-à-dire 4,5 millions de personnes. 627 000 décès qu'on estime pour 2020, donc grosse augmentation depuis quelques années. Et je parlerai un petit peu de ces différents chiffres et de l'impact du Covid tout à l'heure. Donc, 96% de l'ensemble des décès liés au paludisme se produisent dans des pays africains. Ça a déjà été dit. 4 pays qui représentent plus de 50% de l'ensemble des décès dus au paludisme dans le monde. Et vous traitez environ 1% de l'ensemble des cas de paludisme dans le monde. Et donc, vous devriez être très fiers. Donc, 77% de l'ensemble des décès dus au paludisme se produit chez les enfants âgés de moins de 5 ans en Afrique. Donc, c'est une maladie pédiatrique surtout qui affecte les enfants en Afrique subsaharienne. Si on regarde maintenant les causes principales de mortalité infantile,
on voit que le paludisme représente 8% de l'ensemble des décès chez les enfants âgés de moins de 5 ans et si on regarde ce chiffre uniquement pour l'Afrique, on serait à 20% de l'ensemble des décès d'enfants en Afrique. Et n'oubliez pas, on parle de l'africanisation de la métaphore de l'iceberg. Donc, on a pas mal d'estimations sur la mortalité et la morbidité liées au paludisme, mais je pense qu'on ne voit que les oreilles de l'hippopotame, donc la pointe de l'iceberg, parce qu'un grand nombre de ces décès sont invisibles et ne sont pas connus du système de santé. Ils se produisent au niveau communautaire et il ne faut pas l'oublier parce qu'il est important de se tourner vers la communauté, de s'adresser à eux si on veut avoir un impact significatif sur le paludisme. Alors, qu'en est-il du contrôle du paludisme? Eh bien, il y a 3 stratégies principales. La première, réduction du contact entre les humains et les vecteurs, donc à savoir les moustiques. Contrôle vectoriel pour tuer ces moustiques. Et troisième méthode, le recours aux médicaments ou autres stratégies médicales telles que les vaccins. Quand on utilise des médicaments, on peut les utiliser pour traiter les cas existants ou pour prévenir des cas à venir en utilisant des stratégies de prévention pharmaceutique. Alors, on a quelques chiffres encore, quelques réussites ces dernières 20 années. 2,3 milliards de moustiquaires distribués en Afrique au cours des 15 dernières années environ. Le nombre d'enfants âgés de moins de 5 ans qui dorment sous une moustiquaire est passé de 2% en 2000 à environ 50% aujourd'hui. Une grosse augmentation. Donc, 2,6% de la population en Afrique est protégée grâce aux pulvérisations en intérieur. 243 millions s'étaient fournis en 2020, plus de 2 milliards depuis 2010. Et les tests de diagnostic rapide, donc à savoir la démocratisation du diagnostic de paludisme, ont considérablement amélioré la façon dont on identifie les cas de paludisme. 2,2 milliards de tests rapides distribués au cours des 10 dernières années, donc véritablement formidable. Des innovations formidables aussi, rien que le fait qu'on ait ces RTD, même s'il y a quelques, lacunes, eh bien, c'est formidable. On ne les avait pas il y a 10 ans, donc on doit vraiment être très fiers du fait que nous ayons réussi à améliorer le diagnostic, du paludisme, de l'avoir démocratisé pour qu'il puisse avoir lieu au niveau communautaire. Les moustiquaires également sont bien meilleures qu'avant, elles peuvent durer 5 ans, pas besoin de les remplacer constamment. Alors il y a aussi les moustiquaires imprégnés de, d'insecticides. Bon là aussi pas mal d'améliorations, pourraient avoir lieu. Il y a aussi des traitements pour prévenir, pour traiter, grosse amélioration aussi pour ce qui est du traitement des cas graves grâce à des médicaments plus puissants. Et il y a également un vaccin dont je parlerai tout à l'heure brièvement. Il est important de parler de la chimioprévention et des stratégies associées qui, ciblent essentiellement les groupes vulnérables. On a les, traitements intermittents pendant la grossesse, donc IPTP, donc c'est ce qu'on appelait aussi, ce traitement, intermittent chez les nourrissons qu'on appelle maintenant la chimioprevention pérenne et on a également la CPS chez les enfants âgés de moins de 5 ans. Donc la combinaison de ces stratégies, même si celle du milieu n'est pas encore déployée de façon massive, ont considérablement contribué à la baisse du nombre de nouveaux cas de paludisme potentiel. Donc, c'est quelque chose que l'on doit véritablement avoir à l'esprit et on peut améliorer le taux de couverture. C'est une innovation substantielle, un véritable changement par rapport à ce que l'on constatait il y a 10 ans. Il y a également l'administration de médicaments en masse. Alors, il y a plusieurs façons de traiter pardon, une ensemble communauté. On peut l'utiliser pour réduire le fardeau en situation d'urgence, pour réduire la transmission dans les contextes de transmission assez élevés. Et on peut également réduire la transmission ou les rechutes. Donc voilà, toutes sortes de choses qui se font sur le terrain et les recommandations de l'OMS précisent quels sont les différents cas, quels sont les différents scénarios et MSF applique les recommandations pour déployer les stratégies. Alors quelques exemples ici, chiffres. Donc CPS, environ 33 millions d'enfants ont été traités en 2020 grâce au CPS. Ça représente plus 12 millions d'enfants traités du fait notamment de l'expansion de ce programme à des nouvelles zones telles que le Nigeria, qui est l'épicentre du paludisme. Et tout ce qui est fait au Nigeria aura un impact considérable pour ce qui est du traitement ou de la prévention du paludisme dans le monde, donc à l'échelle mondiale. Maintenant, pour ce qui est du traitement préventif pendant la grossesse, l'amélioration significative ces 10 dernières années. Alors malheureusement, la pandémie a eu un impact assez fort, mais le message ici, c'est qu'il y a vraiment une marge de manœuvre parce qu'une femme sur 3 seulement
reçoivent les 3 doses minimum pendant leur grossesse et ça, c'est la recommandation minimum pour ce qui est du traitement intermittent. Maintenant, je veux parler un petit peu des nouvelles recommandations de l'OMS. C'est important parce que les recommandations précédentes, présentaient 3 principaux, problèmes. Alors, on considérait que c'était long de changer de recommandation, certaines recommandations n'étaient pas cohérentes, elles ne s'appliquaient pas seulement à tous les contextes et également usage de sous-optimal de recommandations de l'OMS au niveau pays. Donc les nouvelles recommandations publiées en 2022 ont récemment été mises à jour il y a quelques jours. Et elles s'attaquent justement à ces inefficacités. Elles permettent, des décisions, plus rapides, plus flexibles, basées sur des données au niveau national. On appelle cela des recommandations, vivantes, c'est-à-dire, évolutives si vous voulez et elles peuvent être disséminées rapidement, elles sont flexibles, elles peuvent être adaptées aux contextes locaux parce qu'on est bien conscient qu'on ne peut pas adopter la même solution pour tous les pays et les pays doivent avoir, la possibilité de décider, pour eux-mêmes ce qui leur convient le mieux et il faut également que les pays puissent s'approprier ces recommandations pour pouvoir lutter efficacement contre le paludisme. Alors les vaccins, c'est un sujet tout à fait brûlant cette année. Voici les évolutions cliniques, pour ce qui est du vaccin. C'est le seul vaccin que l'on a à ce jour qui a été autorisé dans les zones, où le paludisme est endémique. Voici, le, développement de ce vaccin. Ça a pris plus de 30 ans pour arriver à un produit qui soit inscrit et recommandé et vous pouvez comparer ça avec la petite ligne en rouge. Donc en 6 mois, on a eu 4 vaccins contre le Covid-19 qu'on pouvait utiliser chez l'humain. Et c'est pas parce que le paludisme ne soit pas une urgence de santé publique, qui était la raison pour laquelle, on a agi aussi vite pour le Covid-19, mais c'est simplement parce que le paludisme n'affecte pas l'ensemble du monde et je pense que cela a retardé, le développement de ce vaccin. Le premier vaccin utilisé dans la vraie vie a été administré le 23 avril 2019 au Malawi dans le cadre d'un projet pilote concernant 3 pays. 2,4 millions de doses ont été administrées à 830 000 enfants, Kenya, Malawi et Ghana. Et ce que nous avons pu voir pendant ce projet pilote, c'est que l'administration de 4 doses du vaccin RTS, y compris un après la première année de vie, c'était faisable, c'était équitable également parce qu'on, atteint plus de personnes qu'avec, la stratégie, de moustiquaire et ça a un impact plus grand. Donc, une vie sauvée pour, 200 enfants vaccinés et il y a peu d'interventions qui peuvent donner un aussi bon résultat. Donc, 40 de réduction des épisodes de paludisme, pardon. Donc, le 6 octobre 2021, l'OMS a adopté son utilisation à l'ensemble de l'Afrique et la bonne nouvelle, c'est que en fait, le secteur du vaccin anti-paludisme, se porte bien. On a par exemple le vaccin R21, efficacité 75 pas uniquement dans les essais de phase 2, mais aussi de phase 3 plus récemment. Nous avons également une excellente protection des vaccins basés sur les sporozoïdes, chez, des volontaires humains. On envisage également des vaccins, à base, d'ARN. Alors on les a vus pour le covid ou la grippe récemment. Excellents résultats en combinant la CPS pardon, avec, la vaccination. Donc augmentation de 70 de la protection par rapport à une seule des 2 interventions. Donc, le vaccin, ce n'est pas, la solution magique, mais ça augmente de façon considérable l'efficacité des autres stratégies. Elles sont menées en même temps et également, bonne protection, bonne innocuité avec, des anticorps monoclonaux et on a vu ça chez des volontaires et on le voit également, sur le terrain au Mali. Alors néanmoins, il y a beaucoup de dangers, qui nous attendent, donc, des problèmes de financement. On aurait besoin de jusqu'à 10 milliards de dollars par an jusqu'à 2030 pour éliminer le paludisme et on n'en a qu'un tiers à peu près. Des problèmes de couverture, des écarts de couverture, seuls 50 des enfants dorment sous une moustiquaire en Afrique subsaharienne. 60 millions de cas de malaria qui ne sont pas diagnostiqués, qui ne sont pas traités environ et des défis biologiques, donc résistance aux insecticides, donc très peu de nouveaux insecticides dans le pipeline, résistance médicamenteuse également, notamment dans la région du Mékong, en Asie du Sud-Est et plus récemment, on a constaté aussi ce genre de choses en Afrique, tel qu'au Rwanda et aussi une résistance, aux, tests rapides.
En fait, certains parasites, n'expriment pas la protéine détectée par le test rapide et donc sont invisibles pour le test rapide. Donc un patient qui serait testé ne serait pas nécessairement identifié comme ayant le palu et risquerait de mourir car il ne serait pas traité. Donc existe une carte des menaces, du palu publiée par l'OMS. C'est une excellente carte, je vous invite à aller, la regarder et ça donne une version simplifiée de tous ces renseignements. Alors Covid-19, palu, eh bien, la maison brûlait déjà avant la pandémie, en 2017, en 2018. Les rapports, mondiaux sur le palu, le montraient très clairement, les progrès en stagnation. La situation du palu était à la croisée des chemins et si on n'améliorait pas les choses, eh bien, on risquait de partir en arrière et on sait combien c'est dangereux de revenir en arrière lorsqu'on parle de paludisme. Également une crainte avec la pandémie, heu savoir, que alors tous les 3 ans, donc 2022, c'était une année de distribution des moustiquaires, sur, le continent. Donc voilà, les moustiquaires sont distribués tous les 3 ans. Avec la pandémie, on a eu peur que ça ait un impact sur la distribution des, moustiquaires et c'est ce qui s'est passé malheureusement. Alors on avait également peur que la situation sur le plan du palu s'aggrave, du fait des différentes répercussions de la pandémie, les confinements, les restrictions de mouvement, et le fait que, il était difficile d'atteindre les différentes populations ciblées par les mesures. Le, pire scénario, alors il y avait différents scénarios qui étaient prévus et pire scénario envisagé 769 000 décès chez les enfants, en Afrique, donc une multiplication par 2 du chiffre, hein. Dans heureusement, ça a été moins pire que prévu, mais on a quand même eu, hem 12 d'augmentation du nombre de décès et 2 tiers de ces décès sont dus à, une interruption, de service, donc heureusement, nous sommes en train de rattraper le retard, d'améliorer la situation et 5 secondes en avance. Voilà, j'en ai terminé. Merci beaucoup.